Moi, je m'appelle Adrien Prado, je suis Ige, ça c'est mon surnom. Je suis le responsable à la Commission de services régionaux pour les changements climatiques. Alors, au cours de cette présentation-là, je vais un peu vous présenter le projet qu'on envisage. On n'a pas toutes les réponses encore, on vient de commencer. Puis on n'envisage pas avoir toutes les réponses, même dans les 2 prochaines années, que c'est l'idée de la longueur du projet. Mais on va faire de notre mieux pour les avoir, puis de faciliter le processus avec tous les secteurs de la communauté du Nord-Ouest. Alors, premièrement, je voulais mentionner que c'est un projet qui est financé par le ministère de l'Environnement et les gouvernements locaux, le Fonds de fiducie pour l'environnement, puis on les remercie. On envisage de continuer avec eux dans les années prochaines. Alors, on apprécie beaucoup leur subvention. Alors, premièrement, je veux me présenter moi, parce que c'est avec moi que vous allez avoir à dialoguer au cours des prochaines années. Alors, moi, je suis pas de la région, je viens de Montréal. J'ai une formation, un baccalauréat en biologie avec une concentration en écologie comportementale. J'ai un deuxième bac en sciences de l'agriculture et de l'environnement avec une concentration en gestion de ressources naturelles. Et finalement, j'ai une maîtrise en microbiologie environnementale avec une concentration sur l'écologie des sols. Alors, j'ai quand même un bagage divers qui me permettra, on espère, de tout comprendre les aspects, mais je suis aucunement spécialiste dans tous les secteurs. C'est clair, comme on a vu dans les dernières présentations, ça touche à vraiment tout, incluant les mesures d'urgence jusqu'à les services communautaires puis l'environnement. Alors, c'est certain que pour poursuivre ce projet-là, il va falloir beaucoup de collaboration de tous les secteurs. Ensuite, Catherine l'a un peu présenté, mais la CSRNO, je voulais vous faire un survol un peu des communautés qui la composent. Alors ça, c'est une carte de la région. Ça, c'est le Haut-Madawaska, la nouvelle communauté rurale dans le Nord-Ouest, qui est formée de plusieurs DSL et de municipalités. Notre zone se continue dans la région d'Edmundston avec d'autres DSL, Saint-Joseph, Saint-Jacques, Saint-Basile. On a une réserve des Premières Nations aussi, la Première Nation Malécite de Madawaska. Ensuite, on va jusqu'à Saint-Quentin et Saint-Martin de Restigouche. Vraiment, c'est un gros territoire, puis vous pouvez constater à partir de la carte qu'une grosse partie est recouverte par la forêt. C'est à peu près 40% du territoire, c'est des terres de la couronne. Alors ça, il va falloir des collaborations non seulement avec les DSL, mais aussi avec l'industrie forestière. Ensuite, ici, on voit le plus au sud de notre région. On a Sainte-Anne-de-Madawaska, Saint-Léonard, Grand-Sault, Saint-André, Drummond. Et puis, vraiment, cette structure-là, ça peut être problématique dans le sens qu'on est énorme, on n'a pas une très grosse population, c'est vraiment très distribué, faible densité, qui fait que les ressources sont limitées sur une grosse superficie. Et la collaboration, c'est vraiment la solution à ça. Il faut qu'on s'aligne pour maximiser les efforts, maximiser les fonds qui sont disponibles, puis optimiser ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. On voit aussi qu'on a des frontières avec le Québec. On a des frontières avec le Maine, le comté d'Aroostook, la CSR Restigouche, la CSR 12 qui s'appelle Western Valley. Au niveau des MRC qui sont au Québec, on a Rimouski-Neigette, la Métis, Avignon. Et c'est vraiment beaucoup de communautés avec lesquelles il faut travailler. Parce qu'à quoi ça sert de faire des projets dans notre coin, alors qu'il y a des ministères qu'eux, ils s'occupent sur 2 territoires ou plus. Ils ne vont pas faire les démarches plusieurs fois non plus. Il faut vraiment s'assurer de coordonner puis de travailler avec tout le monde.
Ici même, on a la réserve indienne de Tobique. C'est vraiment dans la partie sud complètement de notre région. Puis elle-même est divisée dans 2 CSR. Même si on n'a pas un mandat direct sur ces réserves-là, il faut collaborer avec eux, puis eux, ils ne vont pas juste vouloir collaborer avec nous là-dedans. C'est certain qu'il y a d'autres avec qui on doit travailler. Alors, c'est quoi Adaptaction? C'est le nouveau logo. Il est inspiré un peu des couleurs de la CSR qui sont supposées de représenter l'eau, la forêt et les terres, un peu comme la région. Et puis la goutte d'eau, ben, c'est de la neige qui se transforme en eau. Les changements climatiques, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus fréquemment. Alors, pour expliquer le projet, il faut vraiment regarder 3 questions. Comment serais-je affecté? Quelles sont les options envers les changements climatiques? Et c'est quoi le projet en tant que tel? Alors, 2017-2018 était un bon exemple de ce qu'on envisage voir dans le Nord-Ouest au niveau des changements climatiques. Je sais que Michel et Robert vous ont déjà parlé de ça, mais je veux vraiment vous montrer des images qui viennent du Nord-Ouest pour que vous constatez que, oui, les changements climatiques, on prévoit ça en 2080, mais c'est des choses qui nous affectent déjà. Ça, c'est au lac Unique. À chaque année, il y a presque à chaque année, il y a des éclosions de cyanobactéries, même chose au lac Baker. Pour l'instant, il n'y en avait pas l'année dernière au lac Baker, mais c'est des choses qui peuvent revenir, surtout avec l'augmentation de la chaleur, la réduction de la quantité d'eau, avec l'accroissement des évapotranspiration qui vient avec le réchauffement. Et puis ça peut affecter toutes sortes de choses, de la qualité de vie jusqu'à vraiment la qualité de l'eau. Avec la chaleur, on peut même, ça fait que il y a moins d'eau, il y a moins de pluie aussi, mais les pluies viennent surtout en tempête, en grosse averse. Ça, c'est à cause de l'érosion. Ça, c'est dans notre région. C'est des infrastructures qui n'étaient pas adaptées à la réalité qui est en train de devenir de plus en plus courante. On voit la quantité de sédiments qui sont déposés, puis ça, c'est un travail qui a été fait cette année. Alors ça, c'est une nouvelle infrastructure. Pas cette année, l'année dernière. Ça, c'est dans le DSL de Saint-Joseph. Alors, on en a parlé tantôt un peu des cours d'eau qui inondent. Ça, c'est la cour à quelqu'un. Cette année, c'est quelque chose qui s'est fait l'année passée aussi. C'est quelque chose qui va sûrement se faire l'année prochaine. Et puis, il va y avoir de plus en plus de secteurs qui sont comme ça. Ensuite, on a eu un verglas pas loin après. Alors ça, c'est la même inondation qui a gelé une semaine plus tard. Ça fait que l'eau ne s'est pas évacuée. C'est certain qu'il faut garder l'eau sur le territoire à un certain point, mais on veut aussi que ça ne soit pas nuisible à la population. Alors, il faut trouver des solutions. Puis ça, c'était cet hiver. Alors ça, c'est chez moi. On a eu beaucoup de neige cette année. Puis, c'était hors du commun un peu pour l'année, puis ça affecte même les oiseaux. Alors ça, c'était les impacts directs. On en a parlé beaucoup, mais il y a des impacts indirects, comme les coûts de réparation, les frais d'assurance, les pertes de valeur des propriétés, les risques de santé, les accidents routiers, les effets sur la qualité de l'eau. Et puis, il y a des aspects positifs, comme on a dit tantôt, c'est possible de changer les cultures agricoles pour exploiter d'autres types de produits qu'on ne fait pas d'habitude, mais que le climat est en train de changer pour devenir de plus en plus propice. La grosse quantité de neige, c'était bon pour le ski cette année. Peut-être il va y en avoir moins l'année prochaine. Comme Michel l'a dit, ça devient de plus en plus variable, le climat. Alors, c'est qui est affecté? On l'a dit tantôt qu'il y a toutes sortes de secteurs qui sont affectés. Mais juste pour les préciser, on a les citoyens. Alors, tout le monde qui est ici est affecté juste au niveau de vivre dans la région, de vivre au Nouveau-Brunswick, de vivre au Canada. Il y a aussi les organismes communautaires. Alors, au niveau des organismes, c'est les femmes et les enfants qui sont les plus à risque des changements climatiques, pas mal partout dans le monde.
Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Les gens avec à moins de revenus aussi sont très à risque. La sécurité alimentaire, c'est une question importante à regarder puis à considérer. Les associations d'aînés, comment que ça affecte les aînés qui doivent assurer leur transport, assurer leur circulation dans une place qui est couverte de glace. Alors, c'est un autre côté qu'il faut regarder. D'un autre côté, les aînés, c'est aussi des gens qui sont à la retraite, ont beaucoup de temps et ont beaucoup de connaissances de la région. Ils peuvent aider aussi dans le cheminement beaucoup. Le système de santé et de sécurité, bien, pourquoi est-ce que ça pourrait les affecter? On a parlé des maladies comme la maladie de Lyme. Il y a aussi le Giardia, le Cryptosporidium, le E. coli qui vient de toutes sortes de contaminations de l'eau. C'est des choses qu'il faut envisager. Au niveau de la chaleur, ça peut affecter des coups de chaleur, il peut y avoir des problèmes respiratoires aussi. En plus, avec le réchauffement, s'il y a encore beaucoup de contaminants dans l'air, ça peut accentuer et aggraver le problème. Des problèmes d'asthme, des problèmes de respiration. On a parlé tantôt des feux de forêt. Bien, ça, c'est des genres de choses qui vont aussi avoir des conséquences pour nous, même si ça ne se passe pas sur notre territoire, mais on est peut-être aussi à risque. C'est des choses qu'il faut regarder. Au niveau de l'éducation, bien, c'est les milieux éducatifs qui vont former la prochaine génération qui va vivre dans les changements climatiques encore plus que nous. Alors, c'est essentiel vraiment de les considérer là-dedans et d'adapter le milieu d'apprentissage, que ce soit au primaire ou universitaire, à ces enjeux-là. Les gouvernements locaux, bien, c'est eux qui s'occupent de la planification plus locale. Alors, comme on a parlé des zones inondables, c'est des gens qui doivent être impliqués, puis au niveau de la planification, du développement de l'infrastructure. Les entreprises et industries, bien, comme on a montré sur la carte tantôt, l'industrie forestière occupe une grosse partie du territoire du Nord-Ouest. C'est impossible de gérer quelque chose vraiment juste aux frontières de ces territoires-là. Il faut collaborer avec les industries forestières pour assurer que les communautés qui sont en aval de ces cours d'eau-là, ils soient aussi considérés, qu'il y ait un échange là-dedans. Les agriculteurs, ben, c'est avec eux qu'on va travailler pour la sécurité alimentaire, des ressources de la région, c'est des emplois aussi. Les syndicats, mais si c'est des gens qui se retrouvent à risque de perdre leurs emplois, c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer. Et puis ensuite, pour les gouvernements à voisinage, je l'ai mentionné tantôt, mais il faut une collaboration qui ne s'occupe pas nécessairement des frontières parce que le milieu naturel, lui, il ne s'occupe pas des frontières. Et puis, j'avais parlé avec quelqu'un du Maine il n'y a pas longtemps, puis il m'a dit, ben, c'est certain qu'on veut collaborer avec vous, on est plus proche de vous au niveau géographique qu'on l'est avec les plus grosses villes au Maine. Alors, c'est certain qu'il faut avoir une collaboration en situation d'urgence aussi. Alors, on a parlé tantôt de deux manières d'adresser les changements climatiques. La mitigation qui est de réduire les gaz à effet de serre. L'adaptation qui est la réponse aussi qui vise à atténuer les effets des changements climatiques. Puis les mesures d'urgence. Ça, c'est la troisième qui n'a pas été mentionnée, mais c'est aussi quelque chose d'important. La CSR fait déjà un projet là-dessus. Il y a Alain Maref qui travaille avec Iti Elicio là-dessus, sur ce projet régional-là. Alors, ça, c'est surtout au niveau des événements extrêmes. Mais il y a toutes sortes d'événements qui sont moins extrêmes. Les crues, mais ça, c'est pas une urgence que tu vas appeler la police. Alors, il faut vraiment s'adapter aussi à d'autres aspects. Et puis, la mitigation, c'est quelque chose qui se fait vraiment globalement. C'est au niveau à plus grande échelle. C'est certain que la contribution de tout le monde est importante là-dedans, mais c'est aussi essentiel de constater que les changements climatiques vont arriver même si tout le Nord-Ouest décide d'acheter des voitures électriques. Alors, il va falloir qu'on s'adapte quand même à l'éventualité de ces répercussions-là. Alors, on a beaucoup parlé d'adaptation, et puis ça a été expliqué quelques fois, mais moi, je vais l'expliquer une troisième fois.
Mais vous savez déjà c'est quoi l'adaptation en fait. C'est un conte qu'on apprend aux enfants quand ils sont jeunes. On parle des 3 petits cochons. Alors ça, c'est quelque chose, tout le monde a déjà entendu ça, mais on a oublié qu'il y a vraiment un lien là-dedans. Alors les cochons, c'est nous. Surprise. Ils vivent dans des maisons. Il y en a une qui est en paille, une qui est en bois, une qui est en brique. Ben là, il y a quelque chose qui arrive. Le loup, ben lui, c'est les changements climatiques. Alors, le cochon qui habitait dans la maison de paille au début, ben il était correct. Il pouvait vivre dans sa maison de paille depuis des années, puis il n'y avait pas de problème. Mais là, avec les changements qui arrivent, le loup qui arrive, ben c'est plus adapté. Alors, il faut changer l'adaptation. Il faut s'ajuster. Ensuite, celui qui est dans la maison en bois, ben, il est mal adapté. Il a fait un effort pour construire sa maison en bois, mais c'est plus assez. Alors, même si on décidait que tout le monde allait construire des maisons en bois, ben, c'est pas assez, même si c'est mieux que la paille. Alors, il faut vraiment s'assurer de faire une adaptation qui est propice aux conditions qu'on regarde. Puis finalement, il y a l'adaptation qui est adaptée, la maison de briques. Pour les adultes, j'ai un autre graphique qui va vous permettre de comprendre ça. C'est triste qu'on a perdu la seule enfant qui était ici. Alors, là, je vais parler d'infrastructure, je vais faire des parallèles là-dedans, mais vraiment, ce graphique-là, il s'applique à toutes sortes de structures, que ce soit physique, comme un pont, ou que ce soit une structure comme une commission scolaire ou un réseau de santé. Alors, toute structure dans l'univers a une fonction, si on l'a désigné, et puis à travers le temps, elle reste constante. Mais quand il y a une perturbation, bien, la fonction arrête ou elle diminue. Et puis là, il y a une période qui est nécessaire pour revenir à la fonction initiale. Alors ça, c'est le pire des cas, il peut être celui plus à gauche, puis dans le meilleur des cas, il va être, l'inverse, il va être plus à droite, puis dans le meilleur des cas, il va être à gauche. Mais si la structure est déjà désuète, pas adaptée, bien, on voit qu'elle commence déjà un peu plus bas, puis ça peut prolonger le temps que ça prend pour rétablir la situation. Mais si on s'adapte, on augmente la résilience de cette structure-là, et puis ça prend moins de temps, moins d'argent, moins de ressources. C'est vraiment bénéfique. Ça vient d'un rapport de McAllister en 2013 qui a été fait aux États-Unis. C'était vraiment plus en lien avec les tremblements de terre, puis ces genres de situations-là, mais ça s'applique à vraiment tout. Alors, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. L'adaptation, oui, ça peut paraître comme un investissement plus ou moins utile, mais vraiment, à long terme, ça va réduire les coûts, et puis ça va assurer qu'il y a une continuité des fonctions de tous les secteurs et toutes les infrastructures. Alors ça, c'est le plan de travail. Vous avez vu celui qui a été présenté par Michel tantôt. En fait, c'est basé là-dessus. C'est inspiré du processus ICLEI qui est Jackson, Berry et Marzock de 2010. Alors là-dedans, il y a 5 phases. Dans la première phase, on a parlé du lancement qui est de créer une équipe, d'identifier les enjeux. Alors ça a déjà été débuté à travers le projet de l'OBV, puis de WWF et CIPAS. Mais il y a beaucoup encore à faire là-dedans. On a vu que c'est pas juste l'infrastructure, c'est pas juste au niveau communautaire, mais il y a toutes sortes d'aspects à la société qui sont à risque par les changements climatiques. Ensuite, on va se préparer pour les consultations. Vous êtes dans cette étape-là. On veut présenter le projet pour que vous soyez au courant. Il va y avoir beaucoup plus de consultations dans le futur, qui est dans l'étape 2, de recherche et de contact. Vous allez noter aussi qu'il y a les flèches en haut. Ça, c'est pas pour rien. C'est un travail itératif puis adaptatif. C'est certain que des fois, on arrive en avant, puis on voit qu'il y a des problèmes à régler en arrière. Puis ça fait partie du processus. C'est essentiel de les intégrer. Alors, on envisage faire des consultations publiques, créer des comités de parties prenantes et des comités d'experts, parce que vraiment, c'est tous ceux qui sont impliqués dans la société, dans leur secteur à eux, qui sont les experts là-dessus.
En réunissant ces connaissances puis ce savoir avec d'autres parties prenantes, on va trouver des solutions. Il faut ensuite consolider ces données-là pour les rendre accessibles à tout le monde. Michel il a parlé de rapports qui sont disponibles au public. Même chose pour Robert, il a dit que le gouvernement vise à faire ça. Bien, nous aussi, au niveau régional, on envisage de faire ça. Ensuite, une autre partie, c'est de négocier et planifier. Ça, c'est de s'assurer que les parties prenantes y embarquent vraiment avec un engagement qui s'engage à vraiment faire des actions concrètes, d'établir un échéancier. On va faciliter ça, essayer de trouver du financement, que ce soit avec le ministère de l'Environnement, le ministère fédéral, la Fédération canadienne de municipalités. On va faciliter ça. On a quand même de l'expérience dans les demandes de financement, puis avoir du soutien des parties prenantes, des communautés, ça va aider certainement. Puis il y a de plus en plus d'initiatives de financement qui sont disponibles. Ensuite, c'est la mise en œuvre. C'est la grosse partie. Bien, en fait, c'est l'autre grosse partie. La première grosse partie qui est la planification, puis ensuite la mise en œuvre, c'est d'assurer vraiment que c'est mis en action. C'est pas, on l'a appelé adaptation pour ça, parce que ça fait longtemps qu'on planifie, ça fait longtemps que c'est un peu éparpillé, et là on veut tous réunir, puis tous vraiment prendre de l'action sur le territoire. Alors pour ça, il faut travailler avec les organismes à but non lucratif qui s'engagent déjà à faire des travaux. Par exemple, il y a le CCNB qui a fait une demande pour faire des études avec la Société d'aménagement pour évaluer les services écosystémiques des milieux humides dans le bassin versant Iroquois-Blanchette. Ça, c'est des structures qui sont déjà en place, qui sont naturelles, qui réduisent les changements climatiques et il faut les évaluer. Ça fait partie de notre infrastructure régionale. Il y a aussi le Carnot qui s'occupe depuis plusieurs années à faire des travaux au lac unique pour réduire les éclosions de cyanobactéries. Certain que ça n'a pas marché, puis ça ne va pas être demain non plus que ça va marcher, mais c'est toutes des étapes qu'il faut suivre parce que ça va juste s'empirer. C'est juste des situations qui vont être exaspérées avec les changements climatiques. Même chose, le Carnot a monté un projet cette année pour aider au chemin Titus où vous avez vu les inondations, pour essayer de planifier vraiment l'usage du territoire, assurer qu'on peut réduire les effets de ces inondations-là. Ensuite, il faut travailler avec le gouvernement, il faut travailler avec les industries, avec tous les secteurs. Et puis finalement, c'est la surveillance et l'examen, c'est de s'assurer qu'on est bien adapté, qu'on n'est pas la maison de bois, on n'est pas mal adapté, et puis que ça a bien fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, ou si on voit qu'il y a des nouvelles informations, on retourne en arrière pour changer le processus, pour modifier, pour s'assurer que ce n'est pas un investissement qui ne sert à rien. Alors ça, on a commencé les premières deux phases en 2017-2018. On a fait une demande pour poursuivre le projet en 2018-2019. On attend encore la réponse du gouvernement pour savoir si on va avoir la subvention. Sinon, on va quand même continuer à faire le travail. Ça va juste être plus lent. C'est vraiment un besoin régional. La CSR, son mandat, c'est de faciliter la collaboration régionale. Alors, c'est certain qu'on va s'en occuper puis on va aider les communautés là-dedans. C'est juste de trouver d'autres moyens. Mais je pense qu'on est quand même bien parti là-dedans. Puis ensuite, en 2019-2020, c'est la dernière phase. Entre guillemets, de mettre en œuvre le plan puis de la rendre accessible. Puis ensuite, en 2020 et plus, on va continuer à la suivre. Parce qu'on ne peut pas juste faire le plan puis dire « OK, c'est fini ». Les données changent, les situations changent, puis il faut aussi adapter le projet en même temps qu'on adapte les communautés. Alors, les priorités pour 2018-2019 qui s'en viennent, c'est de continuer les consultations qui ont été entamées par l'OBV du fleuve Saint-Jean, WWF et CPAS, de créer des comités de parties prenantes et d'experts. Ça, on a déjà commencé ça au niveau des organismes environnementaux. On les a réunis à la même table pour s'assurer qu'on optimise les ressources régionales. Il y a un dialogue qui commence, c'est vraiment ses débuts, mais c'est vraiment un bon pas vers l'avant.
On voit aussi ces genres de situations où il y a de la synergie qui n'est pas exploitée dans d'autres secteurs, puis c'est quelque chose qu'on veut travailler dessus aussi avec les autres secteurs. Alors, vous avez reçu un formulaire quand vous êtes arrivé. On vous invite vraiment à nous la soumettre aussi pour indiquer si vous êtes intéressé à participer dans notre projet, parce que c'est votre projet aussi. Et puis, à quel secteur que vous appartenez pour qu'on puisse continuer les démarches. Ensuite, c'est de faciliter la création d'un plan. J'ai manqué continuer le développement de la capacité. Ah non, je l'ai mentionné. OK. Faciliter le partage de données, collaborer avec environnement et gouvernements locaux dans la planification d'ateliers. Ça, si on a le financement si le Carnot a le financement pour le projet de chemin Titus, comme Michel y a mentionné, il y a un atelier sur l'érosion qui est prévu, qui va aider les contracteurs de la région puis les municipalités à gérer l'érosion et puis le ruissellement de surface. On envisage aussi organiser des ateliers avec Ingénieurs Canada qui ont développé un protocole d'infrastructure. Alors ça, c'est vraiment plus du côté municipal, mais ça touche à tout le monde qui habite dans ces municipalités-là aussi. Et puis finalement, il faut accentuer le point qu'on veut collaborer avec Edmundston. Eux, ils ont leur plan qui est dû en 2020. On est au courant de ça, on travaille avec environnement et gouvernements locaux là-dedans. Et puis, on a déjà beaucoup de contacts avec eux. On a une réunion de planifier bientôt, puis on va poursuivre ça de très près. Ensuite, pour le partage de données, on a développé quelques outils. Au niveau des mesures d'urgence, il y a déjà un outil que vous avez peut-être déjà vu dans les nouvelles ou quelque chose. Mais ça, c'est Ala qui a développé un outil cartographique qui permet de regarder de faire des cartes de la région au niveau des infrastructures. Bien, ça, c'est une autre étape là-dedans, c'est de cartographier les différents organismes et structures qui existent dans le Nord-Ouest. Alors, ça, c'est quand même préliminaire, mais c'est une carte. On va aller à Edmundston, vu qu'on est là physiquement. Là. Je n'ai pas tout rentré les données, puis c'est des choses qui vont être à travailler avec les parties prenantes. Et si on regarde là, on voit un peu sur c'est quoi Edmundston, on voit sa population, on peut mettre toutes sortes d'informations là-dedans. On pourra mettre des documents qui sont pertinents au secteur, on pourra regarder son emplacement. Éventuellement, ça pourrait être lié avec l'outil cartographique qu'elle est en train de développer. Alors là, c'est juste Google Maps, mais en fait, ça pourrait être d'autres outils éventuellement qui pourront montrer vraiment les vulnérabilités de chaque partie prenante, ses forces, ses faiblesses. On voit la page web, le responsable. Alors là, on voit qu'il y a encore un responsable à assigner pour ce projet-là. Mais c'est une première étape. On voit comment ils sont liés. C'est les mêmes secteurs qu'on a vus tantôt. C'est un peu difficile de faire ça à une main. Mais c'est les mêmes genres de secteurs qu'on a vus, communautaires, gouvernement, qui sont alignés d'une autre manière pour rendre ça plus visible. On peut même regarder, disons, on veut parler des entreprises. On va focuser là-dessus. Puis on voit un nouveau arbre qui apparaît. On peut faire des recherches par thème, par vulnérabilité pour les associés, pour voir ça, c'est des comités qu'on veut former. Ensuite, ça, c'est les parties prenantes, mais il y a aussi les vulnérabilités qu'on veut cartographier. Alors, ça, j'ai... Non, je ne sais pas ce que j'ai... OK, c'est ça. Alors ça, c'est toutes les vulnérabilités que j'ai identifiées à partir de lecture, pour l'instant, dans le Nord-Ouest. C'est quand même beaucoup de choses, puis ils sont reliés de manière qu'on ne peut pas vraiment comprendre nécessairement. Mais encore là, on peut faire un focus dessus, puis regarder, puis voir c'est quoi les vulnérabilités, puis leurs impacts secondaires.
Là, j'ai choisi le pire, peut-être. On va faire ça à 2 niveaux. Alors là, ça devient déjà plus quelque chose qu'on peut regarder. Alors ça, c'était l'érosion. L'érosion affecte la qualité du sol, est affectée par les précipitations extrêmes, est affectée par les inondations, est affectée par le ruissellement de surface. C'est quoi que ça affecte? Ça affecte les collectivités des écosystèmes, la connectivité des écosystèmes aquatiques, la qualité de l'eau. Vraiment, on peut voir toutes sortes de choses, puis on peut cartographier c'est quoi ces vulnérabilités-là, comment ils interagissent ensemble. C'est un projet à développer, c'est vraiment à ses débuts. C'est avec les experts dans tous les secteurs qu'on va pouvoir développer ça encore plus. Alors, c'était juste pour l'introduire un peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK. Et maintenant, alors c'est quoi les prochaines étapes? Comme je l'ai mentionné, c'est de remplir le formulaire que vous avez reçu. De le remettre en sortant, bien sûr, pas juste de le prendre avec vous, ou de nous l'envoyer par courriel si vous voulez, et puis qu'on travaille ensemble. Alors j'espère que j'ai répondu à ce que c'est adaptation, puis je vous remercie pour votre présence. S'il y a des questions, n'hésitez pas.